Et donc pour cet avant-dernier talk de la journée, je vais accueillir Hélène Labaume sur scène. Donc Hélène Labaume, elle a un parcours, donc je vous invite à l'applaudir. Hélène, elle a un parcours original parce qu'elle est avocate de formation, même si après elle a baigné, elle a plongé dans le monde du e-commerce. Peut-être que plusieurs d'entre vous l'ont déjà vu à l'occasion de Vivatech, parce que Carrefour avait présenté déjà un use case en production à Vivatech l'année dernière. Et donc aujourd'hui, Hélène, elle va venir nous partager comment Carrefour aborde le Generative AI au sein de l'entreprise et va nous donner à voir sur des use cases qui sont déjà en production. Donc pour tous ceux qui ont des enjeux aussi d'e-commerce, je pense qu'il y a un certain nombre de cas d'usage qui vont vous parler. Merci à toi, Hélène. Bonjour à tous. Je suis donc la preuve que le droit mène à tout. Donc avant de commencer 2 secondes, Carrefour, pour vous rappeler quelques chiffres importants, c'est un des leaders mondiaux de la grande distribution. On est dans 8 pays intégrés, la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, le Brésil et l'Argentine. On est dans plus de 40 pays en franchise et on a plus de 300 000 salariés dans le monde. Et au-delà de notre activité traditionnelle de distrib, on a aussi plein d'autres choses. On a beaucoup de sujets sur la data, on a beaucoup de sujets aussi autour du retail média, parce que l'année dernière, on a lancé une JV avec Publicis sur retail média. Donc voilà, Carrefour, c'est une grande machine avec beaucoup de gens. Et malgré tout, on innove beaucoup. Et il y a une grosse transfo qui s'est lancée depuis déjà maintenant 4-5 ans pour devenir une digital retail company. Et là, ce qu'on fait avec l'IA générative, c'est une nouvelle brique dans tout ce qu'on a commencé à faire il y a déjà plusieurs années. Et c'est une étape supplémentaire qui a été possible aussi parce que nous, il y a déjà 5 ans, on a créé un data lake qui à date est le plus gros data lake d'Europe pour un retailer parce qu'on a plus de 10 milliards de transactions dedans. Et l'IA générative devient cette brique supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Quelle est notre vision de Carrefour pour la GenAI? Alors nous, déjà, pour nous, on a vraiment trois champs de bataille qui sont GenAI Everywhere. Donc pour nous, c'est vraiment comment on peut mettre de la GenAI partout dans nos process internes, mais via des outils qu'on utilise déjà. Par exemple, nous, on travaille avec la suite Google. Donc si demain, on décide de travailler avec du AI, hop, tous nos collaborateurs y auront accès. Même chose pour Salesforce ou d'autres outils qu'on peut utiliser. Le deuxième champ de bataille, c'est prendre la GenAI pour avoir un avantage compétitif, notamment par rapport à notre concurrence dans la qualité de service qu'on apporte à nos clients. Donc, c'est ce qu'on a pu lancer, par exemple, avec Opla, que vous avez, j'imagine, vu passer en mai dernier. Et puis, le plus gros champ de bataille pour nous, c'est réinventer des fonctions de bout en bout. Et là, c'est transformer radicalement des fonctions grâce à la GenAI. Donc, c'est très, très large. Et évidemment, dans les use cases, il y a des sujets marketing, service client, tout ce qui peut être aussi développement, tout ce qui peut être achat non marchand. La liste est longue. Donc nous, on a pris le sujet en main comme beaucoup de grandes boîtes quand ChatGPT a fait toutes ces grandes annonces et a sorti ses dernières solutions il y a à peu près 1 an. Et en fait, nous, comment on a travaillé à partir de là? Il y a déjà eu en fait formation massive des opérationnels à la GenAI, avec beaucoup d'acculturation aussi partout dans l'entreprise. Il y a aussi des entités qui ont pris elles-mêmes en fait le sujet en main. Par exemple, je pense au design chez nous, qui, dès le mois de mars, ont pris leur inscription tout seuls sur Midjourney pour les aider en fait à traduire plus facilement les idées de créa qu'ils peuvent avoir en tête et les exprimer directement déjà à GenAI et ainsi gagner énormément en temps de productivité et pouvoir plus rapidement échanger sur les projets sur lesquels ils travaillent et les idées qu'ils peuvent avoir. Et on a fait l'identification conjointe en fait de use case avec les métiers. Donc, il y a eu une longue liste au Père Noël. Et en fait, nous, après, on a priorisé en fait, les use cases qui avaient le plus fort impact. Donc, plus fort impact sur l'aspect organisationnel, l'aspect gain de productivité, le gain de coût, réduction des coûts éventuellement, etc. Et après, on a lancé des premiers tests avec différents types de partenaires. On n'a pas l'expertise très, très humble sur le sujet. Et on ne sait pas qui va remporter la bataille entre tous les géants de la tech qui ont pris le sujet en main et qui travaillent dessus depuis des années. Donc nous, on a travaillé avec OpenAI et on continue à travailler que sur des use cases. On travaille avec Vertex AI, donc les solutions de GCP. Avec Salesforce, on lance des tests sur leurs outils. Et après, nous, on regarde aussi ce qui se passe
sur des apps qui peuvent répondre à des besoins parce qu'on n'est pas capable d'aller travailler nous-mêmes sur des modèles. Et aussi avec d'autres, alors on peut appeler ça une start-up, mais bon, Mistral par exemple. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est de tester plusieurs possibilités, plusieurs modèles et plusieurs aussi façons de travailler avec des partenaires variés. Et ensuite, passage à l'échelle quand les cas ont démontré leur valeur. Donc, pour un peu vraiment vous montrer, nous, la façon dont on a lancé les premiers POC, notre objectif, c'était de lancer ça en 4-6 semaines max. Donc, si je prends Opla, ça a été fait en 5 semaines. Le Marketing Studio, si certains étaient à Vivatech, mais après vous aurez une démo, on l'a lancé en 4 semaines. Chacun avec des technos derrière différentes. Et puis, avec au fur et à mesure aussi une montée en compétences des équipes. Là, mais je vous en reparlerai plus tard, on est plus maintenant dans une phase sur ces projets-là, effectivement, de scale, etc. Mais on continue à travailler sur d'autres POC qu'on lance petit à petit. Et donc là, ça, c'est 3 cas d'usage que vous avez peut-être vu passer, qui étaient sortis avant l'été. Donc, il y a Opla, notre fameux chatbot qui facilite les courses au quotidien des clients. Donc, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais en résumé, en fait, donc derrière, c'est la techno de ChatGPT. Et le client peut aller, en fait, demander toutes sortes de questions. J'ai 10 €, j'ai un allergique au gluten et 3 personnes qui n'aiment pas le chocolat. Qu'est-ce que tu peux me proposer? C'est le genre de choses qu'on peut demander. Et après, il y a plein d'autres features qui ont été ajoutées depuis. Et par exemple, ils peuvent ajouter directement au panier ensuite les produits qui leur sont poussés. Le Marketing Studio, ça, je vais revenir plus en détail dessus après. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a sorti à destination de nos équipes marketing. L'objectif, c'est pas de les remplacer, c'est que ça soit vraiment un aide de camp pour elles et pour leur permettre de créer des campagnes en vraiment quelques minutes. Donc ça, c'était le principe du POC. Maintenant, on est en train de travailler de façon beaucoup plus précise sur des use cases qui répondent très, très précisément à leurs besoins. Et ensuite, un autre use case qu'on avait sorti avant l'été aussi, c'était de l'enrichissement de fiches produits. Donc, pour refaire un focus sur le marketing GenAI, donc là, pour vous donner quelques informations en synthèse, donc nous, l'objectif, c'était vraiment créer une plateforme qui va permettre, pas seulement à la France, mais à terme, à toutes nos équipes, tous nos pays intégrés, en fait, de générer du contenu marketing. Peut-être demain aussi, à nos pays franchisés. Et donc, tout ça, évidemment, c'est basé pour le moment essentiellement sur les Vertex AI, mais pas que, parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément capables de répondre à tous nos use cases et tous nos besoins. Donc nous, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec leur techno, on va voir ailleurs ce qui se passe. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, l'objectif, évidemment, c'est d'optimiser des coûts de production marketing, parce que vous imaginez bien que chez Carrefour, ce n'est pas 2, 3, 4 assets, mais c'est des dizaines de milliers d'assets qui sont générés par an dans tous nos pays. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Et puis qui dit aussi, et puis il y a aussi évidemment un objectif de gain de productivité, puisque vous le savez tous, sur le marketing, il y a aussi évidemment, comment dirais-je, une extrapolation du nombre de canaux sur lesquels il faut être présent. Plus ça va, plus il faut être présent sur des canaux plus nombreux, avec des façons de communiquer différentes, des formats différents. Et être de plus en plus capable de réagir de plus en plus vite en fait à l'actualité. Et ça, c'est des enjeux énormes pour le marketing et qui ne sont pas forcément faciles à suivre. Et donc, la GenAI ici a pour objectif de venir vraiment les aider sur ces sujets-là. Et donc là, vous avez quelques screenshots de ce qu'on avait fait et présenté à Vivatech. Et là, vous avez une petite démo. Donc, je vais vous expliquer. Je vais mettre... petite lecture, ça fonctionne bien. Donc là, le principe, c'est que vous avez une plateforme accessible par les marketeurs où ils peuvent aller créer des campagnes, créer un nouveau brief. Donc ça, c'était en anglais à l'époque, c'est la démo de l'époque parce que il n'y avait que l'anglais dispo à l'époque sur Vertex AI. Donc là, on met des petites infos pour créer son brief. Et à noter aussi que la démo est encore avec des technos qui depuis ont évolué sur Vertex, évidemment. Donc là, la façon dont on avait créé ça pour le POC, c'est on pouvait écrire soit un brief, comme le peuvent le faire les marketeurs, soit demander aussi à l'IA de nous suggérer des briefs. Même chose pour créer le brief pour l'image. Donc là, on est vraiment sur la génération pure et dure. Après, il y a d'autres use cases côté marketing. Et ça pouvait donc soit, option 1, générer aussi un brief d'image à partir du brief écrit. Et on pouvait aussi aller chercher en fait, des produits directement dans notre base article. Ensuite, là, on avait ajouté en fait des outils un peu de profiling pour cibler les personas. Ensuite, on choisissait en fait les différents canaux pour lesquels on voulait créer du contenu. Donc là, il y a plusieurs
plusieurs options. Et ensuite, hop, ça se lance. Là, on pouvait choisir le nombre de variants. Ici, on pouvait revérifier tout son prompt qui est nourri et alimenté petit à petit, évidemment, avec toutes les options qui ont été choisies en avant dans l'user flow. Et ensuite, génération des contenus. Ça va arriver. Hop, hop, hop. Et ensuite, une fois que votre contenu est généré, vous pouvez évidemment le retravailler. Donc là, par exemple, vous pouvez retravailler la photo, vous pouvez retravailler le texte. Ici, si on prend la photo, on peut soit choisir de directement demander à améliorer, on peut aussi réécrire un nouveau brief si on le souhaite. Et là, donc là, ça vient avec la photo. Et sur le texte, même chose. Et sur le texte aussi, ce qu'il faut voir, là, je ne sais pas si on voit dans la démo, peut-être qu'on le voit plus loin, mais on peut aussi réouvrir en fait les informations et aller, si on le souhaite, modifier aussi même la température à laquelle on souhaite que la réponse soit donnée. Donc ça, c'était des petits tricks. Donc voilà pour la démo. Et nous, en fait, pour que vous ayez un peu une idée de la façon dont on fonctionne, c'est que ça, c'était un magnifique outil, évidemment, de démonstration, mais qui ne répond pas en toute transparence, forcément, à exactement la façon dont travaillent les équipes marketing. Parce que quand ils créent une campagne, ils ont un nombre de paramètres très, très, très important. Et donc, nous, la façon dont on a travaillé avec après, on a repris use case par use case, exactement quels étaient leurs process, quels sont leurs besoins, quelle est l'urgence sur tel sujet. Et donc nous, là je ne peux pas vous montrer parce que normalement je ne parle pas des sujets qui ne sont pas sortis, mais on travaille notamment sur 2 use cases très importants pour eux qui sont la radio et qui sont tout le travail autour des visuels. Et en fait, donc sur la radio, on a évidemment 2 sujets qui sont la génération de scripts et la génération d'audio. Donc là, par exemple, sur ces 2 sujets, sur la génération de scripts, nous on travaille avec derrière la technologie de Vertex. Mais sur l'audio, par exemple, à date, ça ne répond pas du tout à ce dont on a besoin. Donc nous, là, on travaille directement avec des apps comme par exemple AudioStack, certains peut-être ici connaissent, et qui sont très avancés sur le sujet. Et sur les visuels, là, il y a des très gros enjeux aussi, notamment sur la post-prod. Parce que le travail du marketing, c'est notamment d'adapter à tous les canaux qu'on peut avoir. Et c'est des enjeux complètement différents, même en termes de technologie, par rapport à ce qu'on peut voir sur le texte ou l'audio. Et nous, ça fait partie, par exemple, des points complexes à gérer. Donc, on se retrouve quand même très dépendant de l'avancée des technologies. Parce qu'effectivement, si je fais un différentiel entre des use cases qu'on peut avoir internes, je dirais, quand je dis B2B, c'est-à-dire que ça va être les clients internes qu'on va avoir dans les métiers, comme par exemple l'optimisation et le travail en fait, de la DNM chez nous, donc c'est la direction des achats non marchands. Donc c'est tous ceux qui ne négocient pas en gros avec les industriels. Hein. Là, il y a un gros travail qui est fait avec eux aussi pour les aider dans l'analyse des devis, etc. etc. Là, la techno nous permet d'avoir des résultats qui sont tout à fait satisfaisants pour eux. Ici, par exemple, sur le marketing, comme on touche à un sujet qui va ensuite à destination des clients finaux, parce que l'objectif, c'est d'aller cibler les clients, là, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui est prêt à 90%, je dirais. Il faut vraiment quelque chose qui est prêt à 100%, parce qu'ensuite, il y a des budgets médias qui sont très, très importants derrière. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui soit absolument super qualitatif. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille beaucoup avec le marketing, sur lesquelles, en fait, on travaille main dans la main avec ces métiers-là, puisque c'est eux qui sont les juges de paix et qui sont capables de nous dire « oui, ça répond à notre besoin, ça répond à mon niveau d'exigence ». Non, pas encore. Et nous, on le voit, par exemple, sur des sujets de visuel. Nous, on entend beaucoup parler de génération, etc., etc. Mais nous, en fait, Carrefour, par exemple, la génération pure et dure, ça ne nous intéresse pas pour travailler avec nos clients. Nous, on vend du poisson et des friteuses, en gros, hein, pour caricaturer. Et ces produits-là, en revanche, on a besoin de les contextualiser. Et donc là, c'est une autre complexité. Et c'est beaucoup plus difficile que de générer, j'allais dire simplement, un univers hyper créatif qui correspond évidemment énormément à l'univers du luxe, mais qui n'est pas le nôtre. Et donc là, par exemple, ça c'est un autre défi qu'on va avoir, qui est cette contextualisation. Autre défi qu'on va rencontrer, et là, alors, de toute façon, ce défi-là, il y a beaucoup de marques qui le rencontrent, c'est aussi tout ce qu'on va avoir pour la déclinaison de formats. Parce que c'est pareil, on voit plein de solutions qui sortent. Prenez votre visuel, puis avec la GenAI, en 3 clics, c'est bon, vous avez la version Instagram, WhatsApp, Facebook, le site y est pour tel format, etc.
Sauf qu'en fait, c'est très bien quand vous avez juste une image. Mais quand vous avez un visuel contextualisé avec différents layers, avec parfois des aplats de couleurs, des photos, de la contextualisation, de la surimpression de logos, de la surimpression de wording, en fait, c'est pas une seule image simple. C'est une image très, très, très complexe. Et par exemple, nous, à date, on ne trouve pas de solution. Donc, on échange avec GCP, on regarde partout ce qui peut se faire. Et pour l'instant, on fait des tests avec les derniers outils Adobe qui sont sortis. Mais pour l'instant, ça ne répond pas à notre besoin. Donc, ça, c'est un point important parce que... Et aussi, du coup, il y a beaucoup d'accompagnement et d'explications et de pédagogie avec les équipes parce qu'elles ont vu la GenAI en mode ça va être la solution miracle, c'est fantastique et ça va résoudre tous nos problèmes. Sauf qu'en fait, comme nous, on leur explique, on n'est pas encore capable... tous vos pain points ne seront pas résolus par la GenAI, ce n'est pas possible. 2, il y a des sujets qui ne sont pas la GenAI, mais de l'IA pure et dure, donc ce n'est pas encore la même chose. Et 3, on est aussi très dépendant de l'avancée technologique sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un point qui est très important dans l'accompagnement. Et sur le marketing aussi, il y a une autre forme d'accompagnement, c'est que, et on voit la différence par exemple avec d'autres équipes avec qui on travaille sur d'autres use cases, comme les RH avec qui on a sorti un bot à viser des collaborateurs, ou le procurement, ou d'autres équipes. Les équipes marketing, elles ont une façon de travailler qui est d'échanger en permanence avec leurs agences. Et souvent, elles délèguent les agences, elles font des briefs. Et leurs agences, en fait, construisent pour eux. Et là, en fait, l'objectif, c'est de les autonomiser. Mais qui dit autonomisation aussi, ça veut dire les accompagner dans une nouvelle forme de travail pour eux. Puisqu'effectivement, ils ne pourront pas forcément tout le temps aller décrocher leur téléphone pour demander à leur agence de rectifier la virgule à la ligne 3. J'exagère, mais voilà. Et après, donc nous, dans notre façon de continuer à travailler pour justement scaler tous ces sujets-là, l'innovation reste en lead, mais nous, évidemment, il faut qu'on embarque aussi les équipes tech, les équipes de data science chez nous, puisque on n'a pas vocation, nous, à Lino, d'aller faire du run. Donc, il y a aussi petit à petit une montée en compétence de ces équipes qu'on embarque pour qu'on travaille main dans la main et qu'en fait, demain, quand il va y avoir des reprises de sujets chez eux, ça se fasse le plus naturellement possible et en plus, ça puisse scaler le plus rapidement possible. J'ai perdu mon mot. Pas de souci. C'est la fin du talk, peut-être pour prendre des questions? Ouais, voilà. En essentiel. Ça sera plus simple d'avoir un échange un peu plus dynamique. Très synthétique. Ouais, pas de souci. Ça laisse plein de temps pour les questions comme ça, c'est fantastique. Ouais, on va prendre un peu de temps pour les questions. On fera un échange hyper dynamique. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais, il y a une question devant. Je ne sais pas s'il y a la boîte qui se jette là. Non, si, elle arrive. Merci beaucoup du coup pour le partage d'expérience. Petite question, quelle techno vous utilisez du coup derrière le Marketing Studio? Alors, ce qu'on est en train de travailler maintenant, alors ça, il n'y avait que Vertex AI derrière. Et là, à date, sur nos use cases, on a Vertex AI, on a donc AudioStack, qui n'est pas une techno en soi, mais qui est une app qui travaille sur différents modèles sur l'audio, et Adobe, pour le moment. Ouais. Jasper ou pas? Non, on n'a pas testé. Ok, ça fait un peu penser à ça, mais ok, merci. Il y a une autre question au fond là-bas. Moi, j'ai une question par rapport à votre relation avec les agences, parce que agences pub, parce qu'un outil comme un Marketing Studio, ça a l'air incroyable, et du coup, on dirait qu'il y a vous essayez d'internaliser cette compétence-là. Est-ce que les agences de pub avec qui vous travaillez, qui fournissent ce genre de contenu ou qui font des mises au format, est-ce qu'elles aussi viennent avec des technos similaires, et comment vous faites l'arbitrage aujourd'hui entre ce qu'ils vous proposent et ce que vous faites en interne? Alors, déjà, nous, alors, notre agence, vous le savez, c'est Publicis principalement. Voilà, c'est assez connu. Et nous, la directrice marketing group, notre ancienne, elle est toujours, pardon, mais elle est devenue CEO Espagne en plus, Elodie Pertuiso, qui est la directrice digitale de tout le groupe, ils ont été hyper transparents avec Publicis, ils leur ont dit, nous, on bosse dessus. Donc, ils sont tout à fait au courant de ce qu'on fait. Pas forcément de tous nos use cases. Et à date, en fait, ils n'ont rien proposé encore. Donc, à voir ce qu'ils proposeront. Et voilà. Donc, pour l'instant, ils n'ont rien proposé. Et je sais que les équipes marketing échangent régulièrement avec, évidemment, Publicis au quotidien, mais avec d'autres agences sur d'autres sujets.
parce que Publicis, c'est la principale, mais ils font appel à d'autres agences pour plein d'autres choses. Et pour l'instant, ils n'ont rien vu sortir. Et justement, nous, on échange beaucoup avec les équipes marketing pour leur dire tenez-nous au courant. Et puis, voilà, ça nous intéresse évidemment d'en savoir plus et voir ce qu'ils sont capables de faire. À titre personnel, mais c'est mon humble avis, 2 options. Soit ils n'ont rien fait, j'ai quand même quelques doutes. Soit les agences travaillent dessus, mais c'est aussi une remise en cause de leur business model. Donc, je pense que c'est pas évident pour eux parce que quand on voit les fils qu'ils peuvent avoir, la façon dont ils travaillent, etc. Et en plus, quand nous, on a mis les mains dedans, on sait quels sont les coûts et les gains de productivité et ce qu'on peut obtenir. Forcément, ça remet en cause beaucoup de choses pour eux, c'est sûr. Question simple, est-ce que vous avez déjà identifié des concurrents utilisant des technologies à peu près similaires? Et question naïve, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les différentes campagnes de vous et de vos concurrents se rejoignent, car basées sur les mêmes outils et souvent les mêmes produits in fine à la fin, avec des messages qui sont relativement similaires dans l'environnement du retail? Merci. Alors, en termes de concurrence, en Europe, on va faire par territoire, on n'a pas encore vu. Il y a Rewe Group en Allemagne qui a commencé à faire des spots radio avec de la GenAI. Et sinon, au niveau sujet marketing pur et dur, on n'a pas encore vu quoi que ce soit sortir. Je sais que Cdiscount travaille beaucoup sur le sujet, mais c'est plus sur d'autres verticales sur Cdiscount. Et après, aux US, /worldwide Amazon, ils ont sorti, vous avez dû voir, un outil qui permet de contextualiser sur la marketplace. Alors, je crois que c'est en bêta testing en ce moment. Walmart, on regarde, mais pour l'instant, on n'a rien vu, mais c'est sûr qu'ils bossent dessus. Voilà. Et après, sur la suite de la question, nous, je pense pas que ça aura forcément on aura quand même toujours des éléments de différenciation pour plusieurs raisons. C'est que si je prends par exemple sur la partie écrite, ne serait-ce que les spots radio, la façon dont on travaille ça, évidemment, on fait du fine-tuning avec les spots radio qui sont déjà existants chez nous par typologie de spots radio. Donc en fait, ce qui ressort, c'est du spot radio Carrefour. Et sur tout ce qui est image, il y a, comment dirais-je, de toute façon, c'est aussi par rapport au brief que peuvent faire les équipes. Donc nous, tous les tests qu'on fait, c'est par exemple, les équipes feraient un brief similaire à une agence pour créer, moi j'en sais rien, une campagne de pub digitale sur le mobilier de jardin. Ils vont refaire le même brief. Après, on va voir comment on l'adapte, etc. Parce que si c'est des briefs de 4 pages, il faut qu'on retravaille le sujet. Mais l'objectif, c'est effectivement de garder de toute façon le territoire de marque de Carrefour et de travailler avec. De même sur, évidemment, les typologies de couleurs et ce genre de choses qui sont utilisées. On a une autre question juste à côté. Bonjour, je voulais savoir sur le use case de fiches produits, est-ce qu'elles sont réellement en production? Combien? Et est-ce que vous les utilisez, est-ce que vous avez un processus aujourd'hui avec une validation humaine ou autre? Et l'autre question, c'est que vous parlez beaucoup d'OpenAI, vous utilisez OpenAI en direct, vous passez par Microsoft? Alors, sur la première question, sur les fiches produits, il y en a entre 3 et 5 000 là, à date. Oui, il y a quand même un contrôle humain, effectivement. Et après, ça monte petit à petit en quantité. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus en une seconde. Surtout que là, c'est plus chez nous, c'est dans les équipes de run, donc elles ont une bande passante déjà bien remplie. Et nous, pour le projet Opla, on a travaillé avec Bain et OpenAI. Mais après, nous, on est client Microsoft, Azure sur d'autres sujets, parce que nous, sur le cloud, on est évidemment principalement chez GCP, mais on avait d'autres attaches avec Microsoft, donc on travaille avec eux. Voilà. Et après, on commence à avoir des échanges en direct avec OpenAI.